Avez-vous déjà pensé à ce qu'une simple photographie peut cacher? Et si derrière un sourire d'enfant se dissimulait toute une vie volée? Nous sommes à Lyon, en 1931. Une famille d'industriels pose fièrement devant leur demeure. Mais sur le bord de l'image, presque invisible, se tient une petite domestique de 12 ans, les mains bandées, le regard trop grave pour son âge. Son nom est Léonie Martel. Elle ne parle plus depuis qu'elle a 6 ans. Et ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que des années plus tard, ces mêmes mains abîmées écriraient des mots capables de bouleverser tout ce qu'on croyait savoir sur la charité, la dignité et la justice. Ce que vous allez entendre maintenant est une histoire dramatisada, inspirée de notre réalité. Un récit où la douleur se transforme en force et où le silence devient enfin une voix. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment une enfant effacée est devenue la femme qui a refusé que d'autres le soient à leur tour. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Chaque histoire que nous racontons ici porte un fragment de mémoire, un écho du passé qui parle encore d'humanité. Lyon, 1931. Une photographie de famille devant une demeure bourgeoise. Au centre, les Duvallon, industriels textiles respectés. À droite, presque hors cadre, les domestiques alignés. Et parmi eux, une fillette aux mains bandées qui fixe l'objectif avec des yeux trop sombres pour son âge. Elle s'appelle Léonie Martel. Elle a 12 ans. Elle ne parle plus depuis 6 ans. Et ce que personne ne sait en regardant cette photo, c'est que dans 7 ans exactement, ces mêmes mains blessées tiendront un cahier qui changera tout. Mais pour comprendre comment une enfant muette est devenue celle qui refuse de laisser d'autres invisibles, il faut revenir au moment où elle a perdu sa voix. Le dernier mot que Léonie a prononcé était « maman ». C'était en 1925, dans une chaumière au bord du Rhône où la faim mordait plus fort que le froid. Son père Gaston, ouvrier saisonnier, n'avait plus de travail. Sa mère Aline, lavandière, avait les mains gercées jusqu'au sang à force de frotter le linge des riches dans l'eau glacée de la rivière. La mauvaise récolte avait tout emporté. Les dettes s'accumulaient comme des pierres sur la poitrine. Un intermédiaire de la ville était venu avec une proposition qui ressemblait à un miracle. Une famille honorable de Lyon cherchait une petite fille pour aider à la maison. En échange, elle aurait un toit, de la nourriture, des vêtements propres, et surtout, la promesse d'une éducation. Aline avait secoué la tête en pleurant. Mais Gaston avait regardé sa fille de 6 ans et avait vu autre chose qu'une enfant. Il avait vu une bouche de moins à nourrir. Le jour du départ, Léonie ne comprenait pas pourquoi sa mère pleurait tant. L'homme de la ville lui avait souri en disant qu'elle allait vivre dans une belle maison, qu'elle apprendrait à lire, qu'elle deviendrait quelqu'un. Dans la carriole qui l'emmenait vers Lyon, elle avait tourné la tête une dernière fois vers la silhouette de sa mère qui rapetissait sur le chemin. Elle avait voulu crier maman, mais seul un souffle était sorti, comme si son corps savait déjà ce que son esprit refusait d'accepter. Elle ne reverrait plus jamais cette femme aux mains gercées qu'il avait portée 9 mois et abandonnée en 6 ans. La maison du Vallon était immense. Des fenêtres hautes comme des cathédrales, des escaliers de pierre qui résonnaient sous les pas, des rideaux de velours qui sentaient à la cire et l'argent. Madame Madeleine du Vallon l'avait regardée de haut en bas, avec une expression que Léonie mettrait des années à déchiffrer. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la satisfaction. Comme quelqu'un qui vient d'acquérir un outil utile à bon prix. La gouvernante, Madame Fournier, une femme sèche au visage de granit, avait saisi Léonie par le bras. Pas de caresse, pas de sourire, juste une poigne ferme qui disait déjà tout ce qu'il fallait savoir sur cette maison. Tu es ici pour travailler. Tu dois être reconnaissante. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Sans nous, tu serais morte de faim. Le premier soir, on avait montré à Léonie le grenier où elle dormirait. Un matelas mince sur des planches, une couverture trouée, une lucarne qui laissait entrer le vent d'hiver. En bas, elle entendait les rires des enfants du Vallon dans leur chambre chaude. Elle s'était recroquevillée sous la couverture et avait essayé d'appeler sa mère. Mais aucun son n'était sorti. Juste un sanglot silencieux qui lui déchirait la gorge. Les semaines suivantes, elle avait continué d'essayer.
La nuit, quand la peur la réveillait, elle ouvrait la bouche pour appeler. Rien. Comme si ses cordes vocales s'étaient annouées, étranglées par la terreur de déranger, de décevoir, d'exister trop fort. Madame Fournier criait tellement, tout le temps, pour un verre mal essuyé, pour des pas trop lourds, pour un regard jugé insolent. Léonie avait appris à se faire plus petite, plus silencieuse, plus invisible. Et un jour, les mots avaient complètement disparu. L'hiver suivant, une bronchite avait cloué Léonie au lit du grenier pendant 3 jours. Pas de médecin. Madame Fournier lui avait apporté une tisane amère en maugréant sur le temps perdu. Quand la fièvre était tombée, la voix n'était pas revenue. Un médecin de famille, appelé pour soigner Monsieur Duvallon, avait jeté un œil distrait à la petite domestique muette. « C'est nerveux », avait-il dit en haussant les épaules. « Ça lui passera. Ou pas. » Ça ne changeait rien. Pour les Duvallon, c'était même mieux. Une enfant muette était une enfant docile. Des mains utiles sans bouche pour se plaindre. Parfait. La routine avait avalé Léonie comme un monstre silencieux. Debout, avant l'aube, quand le ciel de Lyon était encore noir et que le froid mordait les joues, descendre les escaliers de service, les pieds nus glacés sur la pierre. Allumer le fourneau avec des doigts engourdis. Remplir les seaux d'eau à la pompe du jardin, des seaux qui pesaient presque autant qu'elle à 7 ans, qui lui arrachèrent les épaules, qui laissaient des marques rouges sur ses paumes. Frotter les sols à genoux avec du savon de soude caustique qui brûlait la peau, qui faisait naître des cloques, qui transformait ses mains d'enfant en mains d'ouvrière. Nettoyer les cendriers de Monsieur Henri, polir l'argenterie jusqu'à ce que son reflet déformé la regarde avec des yeux vides, laver la vaisselle après les repas auxquels elle ne participait jamais. Il n'y avait jamais eu d'école. La promesse s'était évaporée comme la buée sur les vitres qu'elle nettoyait. Personne n'en parlait. C'était comme si cette promesse n'avait jamais existé, comme si Léonie l'avait rêvée dans la carriole qui l'emmenait de son village. Les enfants du Vallon partaient chaque matin avec leurs cartables en cuir, leurs vêtements impeccables, leurs joues roses. Léonie les regardait par la fenêtre de la cuisine en frottant une casserole encrassée. Elle essayait d'imaginer ce qu'on apprenait à l'école. Les lettres mystérieuses dans les journaux. Les chiffres qui permettèrent de compter plus loin que 10. Le monde qu'elle ne verrait jamais. Et chaque jour, cette fenêtre ressemblait un peu plus à une prison. Les années 1920 finissantes en France portaient déjà les cicatrices de la Grande Guerre. Lyon bruissait d'une prospérité inégale. Les riches comme les Duvallon s'enrichissaient dans le textile, tandis que les pauvres s'entassaient dans les quartiers ouvriers. Entre les deux, un gouffre que personne ne voulait voir. Et dans ce gouffre, des centaines de petites filles, comme Léonie, placées dans des familles bourgeoises sous prétexte de charité. Les registres paroissiaux de l'époque montrent que 47 fillettes ont été ainsi placées, rien qu'à Lyon, entre 1920 et 1935. La plupart n'ont jamais revu leur famille. Beaucoup n'ont jamais appris à lire. Certaines n'ont jamais grandi. Léonie avait 9 ans quand elle a compris qu'elle ne valait rien pour les Duvallon. Ce jour-là, Madame Madeleine recevait des amis pour le thé. Léonie servait, silencieuse comme toujours, invisible comme on le lui avait appris. Une des invitées avait remarqué ses mains. « Mon Dieu, Madeleine, cette petite a les mains d'une vieille. »« C'est le travail, » avait répondu Madame avec un sourire pincé. « Elle est robuste, vous savez. Nous l'avons sauvée de la misère. Sans nous, elle serait morte de faim dans son village de paysans. » L'invitée avait hoché la tête, compatissante. « Quelle charité vous faites, ma chère. » Léonie avait baissé les yeux sur ses mains bandées, brûlées par le savon caustique, et avait senti quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas de la charité, c'était de la possession. Elle n'était pas sauvée. Elle était piégée. Mais dans cette prison dorée, 2 personnes voyaient encore Léonie comme un être humain. La première était Clotilde, la cuisinière. Une femme d'une 50aine d'années, veuve, qui avait perdu son propre enfant à la naissance 20 ans plus tôt. Elle ne parlait jamais de cette douleur, mais elle la portait dans ses gestes. Quand Madame Fournier n'était pas là, Clotilde glissait à Léonie un morceau de pain supplémentaire, une pomme cachée dans son tablier, un bout de fromage enveloppé dans un torchon.
Elle ne disait rien. Léonie non plus. Mais leurs regards se comprenaient. Parfois, le soir, quand les mains de Léonie étaient trop abîmées, Clotilde les enduisait de graisse d'oie en silence. C'était doux et brûlant à la fois. Ces soins apaisèrent la peau, mais pas la rage qui grandissait dans le cœur de Léonie. Pourquoi Clotilde ne criait pas? Pourquoi ne disait-elle rien à Madame Fournier? Pourquoi ne la défendait-elle pas plus fort? Léonie ne comprenait pas encore que Clotilde avait ses propres peurs. Une famille à nourrir, un emploi à garder, la survie avant le courage. Le second ange gardien de Léonie était Baptiste, le jardinier. Un homme taciturne d'une 40aine d'années, ancien combattant de Verdun qui portait ses cicatrices à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Il ne parlait presque jamais. Peut-être parce qu'il avait vu trop de choses que les mots ne pouvaient pas contenir. Il avait remarqué Léonie dès le début. Cette petite ombre silencieuse qui traversait le jardin en portant des seaux trop lourds. Un jour de printemps 1928, alors que Léonie avait 9 ans, il l'avait appelée d'un geste. Elle avait eu peur, habituée à ce que les hommes ne lui veuillent rien de bon. Mais Baptiste s'était contenté de lui montrer une fleur, une violette. Il avait fait le geste de la sentir, puis avait touché son cœur. Modestie, avait-il articulé sans voix. Puis il avait montré une rose. Amour, un jasmin, grâce. Léonie avait compris. Il lui donnait un langage, pas celui des mots qu'elle ne pouvait plus prononcer, mais celui des fleurs qui poussaient malgré tout. Pendant des mois, Baptiste avait enseigné à Léonie la langue secrète du jardin. Quand elle était triste, elle touchait une pensée sauvage. Quand elle voulait dire merci à Clotilde, elle laissait une violette dans son tablier. Quand la colère lui tordait le ventre, elle arrachait des mauvaises herbes avec une violence qui faisait peur. Baptiste ne disait rien. Il la laissait être. C'était le premier adulte qui ne lui demandait pas d'être reconnaissante, docile, invisible. Il lui permettait d'exister, même en silence. Parfois, il lui montrait ses propres cicatrices, une au bras, une au dos. Il pointait, puis faisait le geste de continuer à marcher. Survivre. Léonie avait compris. Lui aussi portait une guerre à l'intérieur. Lui aussi avait perdu sa voix, même s'il pouvait encore parler. Quand Léonie a eu 12 ans, quelque chose a changé. Le fils aîné des Duvallon, Pierre, 17 ans, avait commencé à la regarder différemment. Plus comme une enfant, comme autre chose. Des regards qui traînaient trop longtemps, des frôlements dans les couloirs qui ne ressemblaient pas à des accidents. Léonie avait senti le danger avant de pouvoir le nommer. Un soir, alors qu'elle montait au grenier, Pierre l'avait suivie dans l'escalier de service. Il avait touché son épaule. Elle s'était figée, le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Mais une voix avait retenti en bas. Celle de Monsieur Henri. « Pierre, viens ici, immédiatement. » Le garçon était redescendu. Léonie avait entendu la conversation étouffée. « Pas celle-là. Tu m'entends? Ça causerait des problèmes. » Henri ne parlait pas de moralité. Il parlait d'inconvénients. Léonie avait compris ce soir-là qu'elle n'était même pas digne d'être une victime. Elle était juste un problème potentiel à éviter. Le lendemain, Baptiste s'était mis à rester plus longtemps près de la maison. Il travaillait sous les fenêtres, taillait les haies près de la porte de service, trouvait toujours une raison d'être visible. Léonie avait compris. Il la protégeait. Pas par héroïsme, pas par justice, mais parce que dans son silence à lui, il reconnaissait le silence d'elle. 2 âmes brisées qui refusaient de voir une 3e se briser. C'était imparfait, insuffisant, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir. Et pour Léonie, c'était déjà immense. La photographie de 1931 a été prise un après-midi de mai. Un photographe professionnel était venu immortaliser la famille Duvallon pour le journal local. Article sur les industriels lyonnais qui font la fierté de la ville. Madame Madeleine avait insisté pour que tous les domestiques soient présents. Cela fait respectable, avait-elle dit. Cela montre qu'on traite bien nos gens. Léonie avait été traînée dans le patio, vêtue d'un tablier trop grand, les cheveux tirés en arrière. Elle avait 12 ans mais en paraissait 9. La malnutrition chronique, le travail excessif,
Le manque de sommeil avait ralenti sa croissance. Elle ressemblait à une poupée cassée qu'on aurait tenté de rafistoler. Sur la photographie, on la voit à peine. À droite, presque hors cadre, alignée avec les domestiques adultes. Ses mains sont croisées devant elle, et même sur le cliché en noir et blanc, on distingue les bandages, des bandes de tissu blanc qui cachent mal les brûlures chimiques du savon de soude. Ses pieds sont joints, trop petits dans des chaussures usées qui ont appartenu à quelqu'un d'autre. Son regard fixe l'objectif avec une intensité qui fait mal. Ce ne sont pas les yeux d'une enfant. Ce sont les yeux de quelqu'un qui a déjà compris que le monde est injuste et qu'il n'y aura pas de justice. La légende originale de cette photo, écrite par les Duvallon eux-mêmes, ne mentionne pas son nom. Juste personnel de maison, 1931. Même sur le papier, Léonie n'existe pas. Mais cette invisibilité allait devenir son arme. Parce que les invisibles voient tout. Et Léonie observait. Elle observait Monsieur Henri compter son argent dans le bureau. Elle observait Madame Madeleine crier sur les fournisseurs qui osaient augmenter leurs prix. Elle observait les enfants du Vallon étudier leurs leçons, répéter leurs conjugaisons, lire des livres qu'elle ne pourrait jamais toucher. Et un jour, alors qu'elle nettoyait la cuisine, elle a vu quelque chose qui allait tout changer. Un journal usagé qui servait à emballer des légumes. Elle a regardé les lettres mystérieuses. Elle a reconnu quelques-unes. Le A, le E, le O, des formes qu'elle avait vues sur les livres des enfants du Vallon. Elle a pris le journal, l'a caché sous son tablier, l'a emporté dans le grenier. Cette nuit-là, à la lueur d'une bougie volée, Léonie a commencé à déchiffrer. C'était lent, frustrant, épuisant. Mais pour la première fois depuis 6 ans, elle avait un but. Elle ne se contentait pas de survivre. Elle apprenait. Chaque semaine, Clotilde lui apportait discrètement un journal oublié. Ce n'était pas de l'héroïsme. C'était de la compassion prudente. Clotilde elle-même ne savait pas lire, née trop pauvre pour avoir eu cette chance. Mais elle voyait l'étincelle dans les yeux de Léonie quand elle touchait ses pages. Alors elle lui donnait ce petit morceau de liberté. À 11 ans, Léonie a lu sa première manchette complète. Nouvelle loi sur l'éducation ouvrière. Elle ne comprenait pas tous les mots, mais elle comprenait l'essentiel. Quelque part, il y avait des gens qui pensaient que tous les enfants devaient apprendre. Même les pauvres, même les filles, même elle. À 15 ans, Léonie lisait Zola en cachette. Baptiste avait laissé traîner un livre usé de Germinal dans le jardin. Un accident, bien sûr. Léonie avait dévoré cette histoire de mineurs exploités, d'injustice criante, de révolte qui gronde. Elle s'était reconnue dans ces personnages qui travaillent jusqu'à la mort pour enrichir des maîtres qui ne les voient pas. Elle avait pleuré en silence en lisant la dernière page. Puis elle avait trouvé un vieux cahier jeté par le fils du Vallon. Un cahier à peine entamé, abandonné parce qu'une page était tachée. Pour lui, c'était un déchet. Pour elle, c'était un trésor. Elle avait commencé à écrire. D'abord des mots simples, fins, froids, seuls. Puis des phrases. Personne ne me voit. Je ne suis rien pour eux. Et enfin, à 16 ans, 3 phrases qui allaient changer sa vie. Je m'appelle Léonie Martel. J'existe. Un jour, je partirai. En 1935, alors que Léonie avait 16 ans, une jeune femme est entrée dans la maison du Vallon. Mademoiselle Renard, assistante sociale de la paroisse, organisait des œuvres de charité pour les familles bourgeoises. Elle était là pour discuter d'une collecte de vêtements pour les pauvres. Quelle ironie. Léonie servait le thé, silencieuse, invisible comme toujours. Mais Renard l'avait remarqué. Cette petite domestique trop maigre, trop jeune, avec des mains trop abîmées. Quand Madame Madeleine était sortie un instant, Renard s'était penché vers Léonie. « Tu vas à l'école, petite ?» Léonie avait levé les yeux, des yeux qui s'étaient remplis de larmes qu'elle n'avait pas le droit de verser. Madame Madeleine était revenue à ce moment-là. Elle est limitée, vous savez. Elle fait ce qu'elle peut ici. C'est déjà beaucoup pour elle. Renard avait hoché la tête, pas tout à fait convaincu. Mais elle avait trop de cas urgents. Trop de familles à visiter. Elle était partie en promettant de revenir. Cette promesse, elle l'a oubliée pendant 3 ans. Les années ont passé dans une routine de survie.
Léonie grandissait, mais pas comme les autres filles de son âge. À 18 ans, elle était petite, maigre, marquée par les privations. Ses mains étaient celles d'une ouvrière de 50 ans. Ses épaules portaient des cicatrices de sauts trop lourds. Son dos était courbé par le travail incessant. Mais son esprit, lui, refusait de plier. Elle continuait de lire en cachette. Elle continuait d'écrire dans son cahier secret. Et surtout, elle continuait de répéter son mantra silencieux. Un jour. Elle ne savait pas quand ce jour viendrait, ni comment. Mais elle refusait d'oublier qu'il existerait. Cette obstination était tout ce qui lui restait. Parfois, la rage la submergeait. Une fois, elle avait cassé exprès une porcelaine de prix de Madame Madeleine. Elle l'avait laissée glisser de ses mains comme par accident. Le son du cristal explosant sur le sol avait été la plus belle musique qu'elle ait jamais entendue. Madame Fournier l'avait frappée pour ça. Une gifle qui avait fait saigner sa lèvre. Mais Léonie avait souri intérieurement. Pour une fois, elle avait agi au lieu de subir. C'était un acte de rébellion minuscule, pathétique même, mais c'était le sien. D'autres fois, la jalousie la rongeait comme un acide. Elle regardait par la fenêtre les enfants qui allaient à l'école avec leurs rires et leurs cartables. Elle les haïssait pour ce privilège qu'ils ne savaient même pas apprécier. Elle se haïssait elle-même pour cette haine. Léonie n'était pas une sainte. Elle était une fille brisée, qui tentait de tenir les morceaux ensemble avec de la rage et de l'espoir en proportion égale. En 1938, tout a basculé. Léonie avait 19 ans. 19 ans dont 13 passés dans cette maison. 13 ans de travail sans salaire, sans éducation formelle, sans enfance. 13 ans où elle avait été une possession, pas une personne. Mademoiselle Renard était revenue. Plus la jeune assistante sociale naïve de 1935. Maintenant, elle travaillait pour l'Association de protection de l'enfance lyonnaise, une organisation laïque qui commençait à questionner les pratiques d'exploitation domestique. Elle avait revu Léonie, même tablier usé, même silence, même main détruite, mais surtout, même regard. Ce regard qui disait « Je suis prisonnière sans pouvoir prononcer les mots ». Renard avait demandé à parler seule avec les domestiques. Clotilde, fatiguée de porter ce secret depuis 13 ans, avait craqué. Elle est arrivée ici, enfant. Ils ont promis l'école. Je n'ai jamais vu d'école. Elle travaille depuis qu'elle a 6 ans. Jamais un franc. Jamais un jour de repos. Elle dort dans le grenier comme un chien. Renard n'avait pas besoin d'en entendre plus. Elle avait vu assez de cas similaires pour reconnaître l'exploitation déguisée en charité. Elle avait contacté discrètement le curé de la paroisse Saint-Jean et un avocat lié à son association. Pas pour faire un scandale public. La bourgeoisie lyonnaise se protégeait entre elles, mais pour exercer une pression sociale. Parce qu'en 1938, même si les lois restaient au flou sur le travail domestique, l'opinion commençait à changer. Le Front populaire de 1936 avait semé des graines de conscience sociale. Maintenir une enfant pendant 13 ans sans éducation ni salaire, sous couvert de bienfaisance, devenait socialement inacceptable. Pas illégal, pas encore. Mais embarrassant. Et pour des gens comme les Duvalon, l'embarras valait tous les procès. Le jour de la confrontation, Léonie était dans la cuisine avec Clotilde quand elle a entendu des voix inhabituelles dans le salon. Elle a reconnu celle de Renard. Puis une voix masculine qu'elle ne connaissait pas. « Un avocat », a chuchoté Clotilde en pâlissant. « Ils sont venus pour toi. » Léonie a senti son cœur s'arrêter. Elle ne savait pas si c'était de l'espoir ou de la terreur. Clotilde l'a attrapée par le bras et l'a traînée près de la porte du salon, juste assez près pour entendre sans être vues. Ce qu'elles ont entendu allait changer tout. Monsieur Henri parlait d'une voix forte, indignée. « Nous avons sauvé cet enfant de la misère. Nous lui avons donné un toit, de la nourriture, une vie décente. Sans nous, elle serait morte dans son village de paysans. C'est de l'ingratitude que de remettre notre générosité en question. » Renard a répondu d'une voix calme mais ferme. « Vous avez pris une enfant de 6 ans. Vous lui avez promis une éducation. Elle a maintenant 19 ans. Elle ne sait ni lire ni écrire. » Léonie, cachée derrière la porte, a failli sourire amèrement, si seulement Renard savait qu'elle lisait Zola en cachette.
Mais cette ignorance était sa protection. Madame Madeleine a pris la parole, sa voix coupante comme du verre. Elle est limitée, mademoiselle. Mentalement limitée. Nous avons fait ce que nous pouvions. Elle n'aurait jamais pu suivre une éducation normale. Nous lui avons offert ce qu'elle pouvait gérer. Un travail simple, un foyer stable. C'est déjà énorme pour quelqu'un comme elle. L'avocat a sorti alors des documents. Registres paroissiaux montrant que Léonie avait été placée à 6 ans avec promesse d'éducation. Témoignages de voisins qui confirmaient qu'elle travaillait depuis son arrivée. Certificats médicaux montrant ses mains déformées par le travail précoce. Le mutisme sélectif traumatique était décrit dans les manuels médicaux depuis la fin du XIXe siècle. Ce n'était pas une limitation mentale. C'était une réponse au trauma. L'avocat n'a pas accusé directement. Il a simplement dit, avec la précision d'un chirurgien, que la situation pouvait devenir problématique si elle était connue, que d'autres familles lyonnaises avaient déjà été questionnées, que l'Église elle-même commençait à réviser ses pratiques de placement, que si les Duvallon souhaitaient préserver leur réputation d'industriels honorables, il serait sage de régulariser cette situation délicate avec discrétion et dignité. Henri a blêmi. Madeleine a serré les dents. Le curé, présent en médiateur, a ajouté doucement qu'il y avait une solution simple. Libérer la jeune fille, lui offrir une compensation modeste, permettre à l'Église de placer Léonie dans un pensionnat-atelier où elle pourrait apprendre un métier honnête. Tout cela en silence, sans publicité, pour le bien de tous. C'était l'offre qu'on ne pouvait pas refuser. Pas parce qu'elle était juste, mais parce que refuser signifierait le scandale. Et le scandale, pour la bourgeoisie lyonnaise, était pire que l'injustice. Monsieur Henri a regardé sa femme. Un regard dur, calculateur. Puis, il a dit, d'une voix froide comme la pierre, « Très bien, qu'on en finisse, qu'elle parte. Nous lui donnerons une petite somme pour éviter tout désagrément, mais qu'elle ne revienne jamais réclamer quoi que ce soit. C'est notre dernière générosité envers elle. » Léonie, derrière la porte, tremblait de tout son corps. C'était en train d'arriver. Après 13 ans, la porte de la cage s'ouvrait. Mais au lieu de joie, elle ressentait une terreur paralysante. Le monde extérieur était immense, inconnu, dangereux. Ici, au moins, elle savait à quoi s'attendre. La douleur était familière. La liberté, elle, était terrifiante. L'avocat a alors dit qu'il souhaitait parler à Léonie elle-même, pour s'assurer qu'elle comprenait et acceptait la proposition. Madame Fournier a été chercher la jeune fille. Quand Léonie est entrée dans le salon, tous les regards se sont tournés vers elle. Elle paraissait 15 ans avec sa silhouette d'enfant malnutri. Ses mains étaient croisées devant elle, cachant mal les cicatrices. Ses yeux, trop grands dans son visage trop maigre, allaient de visage en visage comme un animal traqué cherchant une sortie. Renard s'est agenouillé pour être à la hauteur de Léonie. Elle lui a parlé doucement. « Léonie, tu n'es pas obligée de rester ici. Nous pouvons t'aider à partir. Il y a un endroit où tu pourras apprendre un métier, où tu seras traitée avec respect. Est-ce que tu veux partir ou rester ici ?» Un silence épais a rempli la pièce. Madame Madeleine a souri avec condescendance. Vous voyez, elle ne comprend même pas la question. Pauvre petite, elle sait qu'elle est bien ici. Elle est reconnaissante. Elle ne partirait pour rien au monde. Renard a gardé son regard sur Léonie. Elle lui a tendu la main. « Montre-nous, si tu ne peux pas parler. Montre-nous ce que tu veux. » Les mains de Léonie tremblaient tellement qu'elle avait du mal à bouger. Mais lentement, très lentement, elle a glissé sa main dans la poche de son tablier. Elle en a sorti le cahier. Le précieux cahier usé qu'elle cachait depuis des années. Le cahier que personne ne savait qu'elle possédait. Elle l'a ouvert à la page qu'elle avait écrite et réécrite 100 fois, attendant ce moment, sans savoir s'il viendrait jamais. Renard a lu à voix haute, lentement, pour que chaque mot résonne dans le silence du salon. Je veux partir. Je veux apprendre. Je veux vivre. Les mots étaient tracés d'une écriture maladroite mais déterminée.
L'écriture de quelqu'un qui a appris seul, dans le noir, avec pour seule arme sa volonté de ne pas disparaître complètement. Le curé a fermé les yeux. L'avocat a hoché la tête. Henri a pâli. Madeleine a tenté d'arracher le cahier des mains de Renard. Comment ose-t-elle? Elle nous a volé ce cahier. Elle a menti. Elle. Mais une voix a coupé Madame Madeleine. Une voix qu'on entendait rarement s'élever. Celle de Clotilde, debout dans l'embrasure de la porte. Non, assez. Elle a essayé de tenir sa voix ferme, mais elle tremblait. 13 ans que je regarde cet enfant mourir à petit feu. 13 ans que je me tais parce que j'ai peur de perdre mon travail. Mais là, non. Vous ne lui prendrez pas ça aussi. Laissez-la partir. Vous lui avez déjà tout pris. Laissez-lui au moins sa liberté. Le regard de Madeleine aurait pu tuer Clotilde sur place. Mais devant le curé, l'avocat et Renard, elle ne pouvait rien faire. Son pouvoir absolu dans cette maison s'effritait. L'avocat a regardé Henri droit dans les yeux. « Messieurs du Vallon, la décision vous appartient. Mais sachez que la ville parle. La paroisse questionne. Si vous souhaitez maintenir votre position dans la société lyonnaise, je vous suggère fortement de résoudre cette affaire avec élégance. » Henri a serré les mâchoires. Il a sorti de sa poche une liasse de billets. 200 francs. C'était ridicule. 13 ans de travail valaient bien plus. Mais c'était mieux que rien. C'était la clé de la cage. Léonie aurait pu refuser, exiger justice, compensation réelle. Mais elle a regardé Clotilde qui, dans l'ombre, hochait la tête doucement. « Prends et pars. Ici tu meurs, même en respirant. » Léonie a tendu sa main abîmée et a pris l'argent. Pas par lâcheté, par survie. Parce que la vraie justice n'existait pas pour les filles comme elle. Mais l'évasion, si. Le départ a été rapide, sans cérémonie. Léonie est montée au grenier pour la dernière fois. Elle a rassemblé ses quelques possessions. Le cahier. Un livre de Zola offert discrètement par Baptiste. Un mouchoir brodé que Clotilde lui avait donné un Noël. Une violette séchée du jardin. C'était tout ce qu'elle possédait après 13 ans. Quand elle est redescendue, Baptiste l'attendait près du portail. Il ne l'a pas regardée dans les yeux. Il a juste touché son épaule une fois, rapidement. Un geste qui disait plus que 1000 mots. Survie. Continue. Ne les laisse pas gagner. Clotilde pleurait sans bruit dans la cuisine. Léonie est passée devant elle. S'est arrêtée une seconde. A touché sa main. Merci. Elle ne pouvait pas le dire avec des mots, mais Clotilde a compris. Puis Léonie a franchi le portail de la maison du Vallon pour la dernière fois. Le pensionnat Atelier Sainte-Thérèse était situé dans le quartier de la Croix-Rousse, ancien fief des Canuts lyonnais. C'était une institution tenue par des sœurs laïques et des anciennes ouvrières qui avaient créé un espace pour les jeunes filles en difficulté. Orphelines, anciennes domestiques, filles chassées de chez elles. Toutes avaient en commun d'avoir été invisibles et de refuser de le rester. On y apprenait la couture fine, la broderie, la dentelle. Mais aussi à lire, à compter, à tenir un budget. L'objectif n'était pas la charité, c'était l'autonomie. Donner aux filles les outils pour ne plus dépendre de la pitié ou de l'exploitation d'autrui. Les premiers mois ont été terribles pour Léonie. Elle ne savait pas comment exister sans obéir. Elle se réveillait avant l'aube par habitude, paniquait si elle n'avait pas de tâche précise à accomplir. Les autres filles se moquaient d'elle. La muette qui fait peur, la sauvage qui ne sait pas sourire, celle qui mange, comme si on allait lui arracher son assiette. Léonie faisait des cauchemars toutes les nuits. Elle se voyait retourner chez les Duvallon, enchaînée pour toujours au grenier glacé. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, cherchant sa voix qui ne venait pas. Sœur Marguerite, l'une des responsables, une ancienne ouvrière textile de 60 ans au regard doux mais ferme, a pris Léonie sous son aile. Pas par pitié, par reconnaissance. Elle voyait en Léonie ce qu'elle avait été 50 ans plus tôt, une survivante. C'est en cousant que Léonie a commencé à guérir. Ses mains détruites par le travail brutal, possédaient une précision incroyable. Les cicatrices s'avèrent créer une sensibilité tactile exceptionnelle. Elle sentait les tissus, comprenait leurs grains, leurs tensions.
Ses points étaient réguliers, délicats, parfaits. Un jour, sœur Marguerite a examiné son travail et a dit simplement « Tu as un don, Léonie ». C'était la première fois de sa vie qu'on lui disait qu'elle était douée en quelque chose. Pas docile, pas reconnaissante, douée. Léonie a pleuré en silence pendant 1 heure après ce compliment. Des larmes de soulagement. Peut-être qu'elle valait quelque chose après tout. À 20 ans, Léonie a rencontré Simone, une autre pensionnaire, ancienne domestique elle aussi, qui avait fui une famille violente à 16 ans. Simone parlait pour deux. Elle racontait des histoires drôles, imitait les bourgeoises prétentieuses, faisait rire tout le monde. Elle ne s'est pas moquée de Léonie. Elle lui a parlé comme à une égale, sans attendre de réponse vocale. Elles ont créé leur propre langage, des gestes, des regards, des sourires. Pour la première fois, Léonie a eu une amie, une vraie. Pas quelqu'un qui la protégeait par compassion, mais quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était. Un soir, Simone l'a prise par la main et l'a fait danser dans le dortoir sur une chanson qu'elle fredonnait. Léonie ne savait pas danser. Elle a trébuché, ri sans son, pleuré de joie. C'était le premier moment de bonheur pur de sa vie. La voix est revenue par fragments, comme une plante qui repousse après un incendie. En 1941, Léonie avait 22 ans. Une sœur infirmière du pensionnat, sœur Anne-Marie, avait étudié les traumatismes de guerre chez les soldats mutiques. Elle a proposé à Léonie des exercices doux. Respirer profondément. Faire vibrer la gorge sans forcer. Imaginer un son qui sort naturellement, sans peur. Un après-midi de printemps, alors que Léonie cousait près de la fenêtre ouverte, un oiseau s'est posé sur le rebord. Elle a voulu l'appeler, instinctivement. Et un son est sorti, un simple « ah » rauque, cassé, à peine audible. Mais un son. Léonie a laissé tomber son ouvrage. Elle a porté les mains à sa gorge, incrédule. Simone a couru vers elle. « Tu as parlé, tu as parlé. » Léonie a pleuré pendant des heures. 16 ans de silence brisé en 1 seconde. Ce n'était pas une guérison complète. Sa voix resterait toujours rauque, limitée à quelques phrases courtes. Mais c'était assez. Assez pour dire merci. Assez pour dire non. Assez pour dire « je suis Léonie Martel et j'existe ». À 24 ans, Léonie a obtenu son premier vrai emploi. Un atelier de couture fine cherchait une brodeuse qualifiée. Elle a montré son travail. On l'a engagée immédiatement. Pour la première fois de sa vie, elle a reçu un salaire. Des francs qui lui appartenaient, qu'elle avait gagnés par son talent, pas volés par exploitation. Elle a pleuré en serrant ses premiers billets. Puis elle est allée acheter du pain. Pas les restes qu'on lui jetait. Du pain frais, encore chaud, qu'elle a choisi elle-même. Elle l'a mangé lentement, savourant chaque bouchée. C'était le goût de la liberté. Les années ont passé dans une reconstruction lente mais réelle. Léonie est devenue une couturière respectée. Elle économisait chaque sou. En 1950, à 31 ans, elle a ouvert son propre atelier. Minuscule. 3 machines à coudre, une table de coupe, des étagères de tissu. Mais c'était à elle. Et dès le début, elle a eu une règle. Elle embauchait des jeunes filles en difficulté, orphelines, anciennes domestiques, filles chassées, maltraitées, oubliées. Elle leur apprenait la couture. Elle leur donnait un salaire juste. Elle les traitait avec dignité, parce qu'elle savait ce que c'était d'être invisible. Et elle refusait de laisser d'autres vivre ce qu'elle avait vécu. Son atelier est devenu une référence discrète à Lyon, pas célèbre, pas riche, mais solide, honnête, bon. Les clients savaient que le travail était impeccable. Les filles savaient qu'elles y trouveraient non seulement un métier, mais aussi du respect. Léonie ne parlait presque pas de son passé. Juste parfois, quand une nouvelle apprentie arrivait terrorisée, marquée, brisée, elle lui montrait ses mains, les cicatrices permanentes. Et elle disait, de sa voix rauque, « Regarde, j'ai survécu. Toi aussi tu survivras. Et plus que ça, tu vivras. » En 1965,
Une exposition locale à la mairie du 2e arrondissement présentait des photographies anciennes de Lyon. Souvenirs de la ville entre les deux guerres. Un collectionneur local avait acheté des archives lors de la vente d'une propriété du Vallon, après la mort d'Henri en 1963. Parmi les documents, cette photo de 1931. Personnel de maison. Elle avait été encadrée et accrochée dans la petite salle d'exposition, entre une photo d'usine textile et un portrait de rue. Léonie, 46 ans maintenant, avait été invitée par une de ses apprentisses, Marianne, 17 ans, ancienne orpheline qu'elle formait depuis 2 ans. Elle marchait tranquillement entre les clichés en noir et blanc quand Marianne s'est arrêtée brusquement. « Madame Léonie, regardez. Cette petite fille. Elle vous ressemble. » Léonie s'est approchée lentement. Elle ne l'avait pas vue depuis 34 ans. Cette photo qu'elle pensait enfouie, oubliée, morte avec ses bourreaux. Et la voilà, exposée, comme un témoignage muet d'une époque. Elle s'est vue. 12 ans, tablier trop grand, mains bandées, regard vide d'enfant qui a déjà trop vu. Position marginale, presque hors cadre, comme si même le photographe avait voulu l'effacer. Au centre, les du Vallon, fiers, prospères, respectables. Des monstres ordinaires qui ne savaient même pas qu'ils en étaient. Marianne a murmuré « Qui est-ce, madame ?» Cette petite fille, elle a l'air si triste. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Léonie a regardé ses propres mains. 46 ans. Les cicatrices n'avaient jamais disparu. Les déformations légères des articulations non plus. Mais ces mains-là, maintenant, tenaient des ciseaux de couturière, pas des seaux d'eau glacés. Ses mains créaient de la beauté au lieu de servir la laideur. Elle a regardé Marianne, cette jeune fille qu'elle avait accueillie 6 mois plus tôt, battue par son oncle, sans nulle part où aller, sans avenir. Cette jeune fille qui maintenant souriait, apprenait, rêvait. Léonie a touché doucement le bras de Marianne et a répondu, de sa voix rauque qui portait le poids de toutes les années. C'est quelqu'un que personne ne voyait. Maintenant, c'est celle qui ne laisse plus personne invisible. Marianne a regardé Léonie avec des yeux ronds. « C'est vous ?» Léonie a hoché la tête une fois. Marianne a pris sa main, celle aux cicatrices permanentes, et l'a serrée fort. « Vous avez sauvé ma vie, madame. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Léonie a souri, un sourire triste mais réel. « Je n'ai pas sauvé ta vie, petite. Je t'ai juste aidée à la reprendre. C'est différent. » Elles sont restées là quelques minutes, devant la photo, 2 générations de survivantes liées par la même détermination. Puis elles sont parties, laissant derrière elles l'image figée d'une enfance volée, mais pas détruite. Léonie n'a jamais cherché à récupérer cette photo. Elle appartenait au passé. Ce qui comptait, c'était le présent. Son atelier employait maintenant 12 jeunes filles. Certaines restaient quelques mois, le temps de trouver leur voie. D'autres des années, devenant elles-mêmes des couturières confirmées. Toutes partaient avec un métier, une dignité et la certitude qu'elles valaient quelque chose. Léonie ne parlait jamais publiquement de son histoire. Pas d'interview, pas d'article, pas de médaille. Elle refusait d'être transformée en symbole. Elle voulait juste travailler, aider, transmettre. Quand Léonie est morte en 1982, à 63 ans, d'une pneumonie qui a emporté ses poumons fragiles en quelques jours, près de 200 personnes ont assisté à ses funérailles. Des anciennes apprenties devenues femmes, mères, grand-mères, des clientes fidèles, des voisins de quartier. La fille de Clotilde, qui avait appris le courage de sa mère cette journée de 1938. Le petit-fils de Baptiste, qui portait le prénom de son grand-père et connaissait l'histoire de la fillette muette que son aïeul avait protégée à sa manière imparfaite. Aucun du Vallon n'est venu. Leur nom s'était éteint avec Henri. Mais celui de Léonie vivait dans chaque fille qu'elle avait aidée à devenir elle-même. Sur sa tombe simple au cimetière de la Guillotière, on a gravé juste son nom et ses dates. Léonie Martel, 1919-1982. Pas de grands discours. Pas d'épitaphe poétique. Mais dans les cœurs de celles qui l'avaient connue,
il y avait cette vérité. Elle avait transformé 13 ans d'invisibilité en 63 ans de présence. Elle avait pris la douleur qu'on lui avait infligée et l'avait changée en protection pour d'autres. Elle n'avait pas vaincu le système. Elle n'avait pas obtenu justice. Mais elle avait refusé de perpétuer le cycle. Et c'était déjà une victoire. Aujourd'hui, la photographie de 1931 se trouve dans une boîte d'archives familiale, conservée par Marianne, l'ancienne apprentice devenue gardienne de cette mémoire. Pas dans un musée, pas exposée aux regards curieux, mais là, dans l'intimité d'une maison où vivent les petits-enfants de Marianne, qui connaissent l'histoire de Madame Léonie, la couturière aux mains abîmées qui a appris à leur grand-mère que l'invisibilité n'est pas une fatalité. Parfois, Marianne sort cette photo et la regarde. Elle voit la fillette muette du coin droit. Et elle murmure, comme Léonie le lui a appris, « Tu existes. Tu as toujours existé. Et grâce à toi, nous existons toutes. » Cette histoire fictionnelle, inspirée de tant de destins réels, nous rappelle qu'il existe des cicatrices que le temps ne ferme pas, mais que la dignité peut transformer en lumière. Léonie n'a pas crié sa douleur, elle l'a cousue, point après point, jusqu'à en faire un abri pour d'autres. Par son silence devenu force, elle nous apprend que même ceux qu'on a voulu effacer peuvent, un jour, écrire leur propre nom dans le monde. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Léonie? Avez-vous connu, dans votre famille ou dans votre village, quelqu'un dont la voix a été longtemps ignorée? Pensez-vous qu'une seule personne peut vraiment briser le cycle de l'injustice? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot « résilience » dans les commentaires pour que nous sachions que vous avez entendu son histoire jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo, et si vous avez, dans votre mémoire ou celle de vos aînés, un souvenir, un récit, une histoire ancienne qui mérite d'être racontée ici. Peut-être inspirera-t-elle nos prochaines histoires. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager cette histoire autour de vous. Et si vous souhaitez continuer ce voyage à travers les destins oubliés, cliquez sur le lien du prochain épisode.